Salut à tous, bienvenue sur Histoire africaine. Ici, vous trouverez des histoires vraies et bouleversantes, qui parlent de courage, de résilience et d'espoir. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Ismaël, un jeune garçon orphelin qui a dû affronter la douleur, la trahison et la dure réalité de la vie dans la rue. Mais aussi son incroyable force pour se relever. Si tu aimes ces récits qui touchent le cœur et qui donnent de la force, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Ensemble, partageons ces voix qui méritent d'être entendues. Allez, c'est parti! Le soleil se levait à peine sur le quartier de Nyanza, baignant les maisons en terre cuite d'une douce lumière orangée. Dans la petite maison au toit de tôle, Ismaël, 10 ans, jouait avec les lacets défaits de ses sandales pendant que son père, Moussa, préparait son vélo. C'était le rituel du matin, une poignée de main secrète, un clin d'œil complice, puis Moussa partait au travail, promettant toujours « Ce soir, mon lionceau, on continue notre partie de foot ». Ismaël aimait ce moment plus que tout. Son père, grand homme à la voix grave et aux gestes tendres, était son héros. Il ne criait jamais, ne frappait jamais, et riait fort. Même quand la vie était dure, Moussa gardait toujours l'espoir sur les lèvres. Ce matin-là, pourtant, Ismaël sentit un vent étrange dans son cœur. Il avait rêvé que son père disparaissait dans une mer noire. Il voulait lui parler, mais n'osa pas. Moussa l'embrassa sur le front, lui confia un petit billet de 100 francs pour acheter des beignets à la sortie de l'école, et partit en lançant « N'oublie jamais que tu es fort, même sans moi ». Cette phrase résonna toute la journée dans la tête d'Ismaël. Il ne savait pas quelle serait la dernière. À midi, alors qu'il sortait de l'école, il vit sa tante, la sœur de sa mère, l'attendre devant le portail. Son visage était fermé, ses yeux rouges. Elle ne dit rien, le prit par la main et l'entraîna en silence jusqu'à la maison. Là, une foule. Des pleurs. Des femmes assises sur des nattes, la tête couverte d'écharpes noires. Des voisins. Un imam. Et sa mère, Nadia, prostrée au sol, hurlant le nom de Moussa comme si elle voulait ramener son âme. Ismaël ne comprit pas tout de suite. C'est sa cousine, âgée de 15 ans, qui lui chuchota, les larmes aux yeux. « Ton papa, il a eu un accident sur la route. Une voiture. Il est mort sur le coup. » Le monde d'Ismaël s'effondra. Comme si quelqu'un avait arraché le sol sous ses pieds. Il resta figé, incapable de pleurer. Son héros ne reviendrait plus. Et ce soir, il n'y aurait pas de partie de foot. Juste un vide, un silence, et une douleur qui s'incrustait doucement, profondément, sans bruit. Depuis l'enterrement, la maison d'Ismaël ne chantait plus. Avant, elle résonnait des rires de Moussa, des chansons qu'il sifflotait en balayant la cour, des histoires qu'il racontait en exagérant les gestes. Maintenant, seul le vent faisait grincer les tôles, et les larmes coulaient sans bruit. Nadia, sa mère, ne parlait presque plus. Elle passait ses journées allongée dans le salon, les yeux perdus dans le vide. Son foulard noir ne quittait plus sa tête, ses habits sombres devenaient son uniforme du deuil. Elle mangeait peu, dormait mal, priait à peine. Ismaël, lui, essayait de rester fort. Il lavait les assiettes. Il allait chercher de l'eau. Il faisait ses devoirs tout seul. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était une étreinte. Un mot. Une main posée sur son épaule. Ah, ça va aller. Mais rien ne venait. Une nuit, il se leva, les larmes lui brûlant les yeux. Il s'approcha du lit de sa mère et murmura. « Maman, tu peux me faire un câlin? Juste un. » Nadia tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient secs, mais absents. Elle le regarda, comme si elle ne le reconnaissait pas. Puis elle se retourna, sans un mot. Ismaël retourna dans son lit. Il enfouit sa tête sous le drap et pleura. Il comprit ce soir-là que sa mère n'était plus vraiment là. Son corps était vivant, mais son cœur s'était envolé avec Moussa. Les jours passaient. Nadia parlait parfois à ses voisines. Elle allait au marché, mécaniquement. Elle préparait le repas, sans goût ni couleur. Et quand Ismaël lui racontait une bonne note, elle hochait la tête sans sourire. Il aurait préféré un cri, même une gifle, à ce silence lourd qui l'étouffait. Il n'était plus un enfant, il devenait une ombre dans la maison. Et au fond de lui, il commençait à redouter une chose. Si maman restait absente ainsi, qui allait l'aimer encore? 3 mois après la mort de Moussa, alors que la maison semblait figée dans un éternel hiver, un homme apparut. Il s'appelait Karim. Il venait souvent, d'abord comme un simple ami de la famille, disait-on.
Il aidait Nadia à porter ses sacs du marché. Il réparait les ampoules cassées. Il saluait Ismaël d'un sourire forcé, les yeux fuyants. « Salut, champion, disait-il, sans vraiment attendre de réponse. Ismaël ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui se tendait à chaque fois que cet homme entrait dans la cour. Il n'avait pas la chaleur de son père, ni sa gentillesse. Karim riait fort, mais son rire sonnait faux. Il parlait beaucoup, mais disait peu. Et surtout, il regardait sa mère, comme s'il voulait la posséder. Un soir, après le dîner, Nadia réunit Ismaël dans le salon. Elle tenait la main de Karim. D'une voix douce, presque fragile, elle dit « Ismaël, je ne peux pas rester seule. Karim est un bon homme. Il va nous aider. Il va vivre ici maintenant. » Le cœur d'Ismaël se serra. Vivre ici? Avec nous? Il voulut crier. Dire non. Mais sa gorge resta nouée. Il baissa les yeux. Ce soir-là, il dormit sans dire un mot. Et quand il se réveilla le lendemain, le sac de Karim était déjà posé dans le salon, ses vêtements accrochés à côté de ceux de son père. Le parfum de Moussa s'effaçait peu à peu, remplacé par une autre odeur. Une présence qui n'était pas la sienne. Une présence lourde, envahissante. Ismaël comprit qu'un autre homme avait pris la place de son père. Dans la chambre, dans la maison, et dans le cœur de sa mère. Mais pas dans le sien. Depuis l'arrivée de Karim, la maison n'était plus la même. Les murs n'avaient pas bougé, mais l'air, lui, avait changé. Il était devenu lourd, tendu, presque étouffant. Ismaël le sentait à chaque pas. Karim avait imposé ses règles. Des règles qu'Ismaël ne comprenait pas toujours, mais qu'il devait suivre sans discuter. Il ne devait plus regarder la télévision après 20 heures. Il ne devait plus laisser traîner ses chaussures dans le salon. Il devait demander la permission avant de sortir, même pour aller jouer avec ses amis du quartier. Et surtout, il ne devait jamais déranger Karim quand celui-ci était dans la maison. Même les repas avaient changé. Avant, Ismaël mangeait avec sa mère, et parfois il se chamaillait pour le dernier morceau de poisson. Maintenant, il mangeait souvent seul, ou après eux, dans un coin, pendant que Karim sirotait son jus en parlant fort de politique ou de ses projets d'affaires. Nadia, elle, semblait s'effacer. Elle riait timidement aux blagues de Karim, se montrait docile, discrète, presque fragile. Elle ne défendait plus Ismaël comme avant. Quand Karim le grondait, elle restait silencieuse. Quand il le punissait injustement, elle détournait le regard. Un soir, Ismaël rentra de l'école et trouva sa chambre vide. Ses affaires avaient été déplacées dans un coin du salon, sur un vieux matelas. « Ta chambre est trop grande pour toi seul, » avait dit Karim. « On en a besoin pour autre chose. » Ismaël ne demanda pas pourquoi. Il savait que c'était fini. La maison n'était plus la sienne. Elle avait deux mondes, celui où vivaient Karim et sa mère, et celui où lui survivait, à l'écart. Ce soir-là, allongé sur son matelas à même le sol, il serra fort la vieille photo de son père qu'il gardait cachée dans son cahier. Il la regarda longuement, puis murmura, la gorge serrée. « Papa, pourquoi t'es parti? Je suis seul maintenant. » Et dans l'obscurité, une larme glissa silencieusement sur sa joue. Il avait suffi d'un petit rien. Ce jour-là, Ismaël avait oublié d'acheter le piment que sa mère lui avait demandé en rentrant de l'école. Il s'était arrêté en chemin pour aider une vieille voisine à porter son seau d'eau. En arrivant à la maison, Karim l'attendait déjà, assis sur la chaise en plastique bleu, les sourcils froncés. « Tu te crois dans un camp de vacances » lança-t-il sèchement. Ismaël baissa les yeux et tenta d'expliquer. Mais à peine avait-il commencé sa phrase que la gifle partit. Sèche, brève, inattendue. Elle claqua comme un coup de feu dans la cour. Le garçon chancela, étourdi. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui le frappait, mais l'humiliation. Jamais son père ne l'avait touché ainsi. Jamais. Il tourna son regard vers sa mère, assise sur le banc, le visage figé. Elle ne dit rien. Ne bougea pas. Son silence fut plus cruel encore que la gifle. Karim, lui, reprit sa chaise comme si de rien n'était. La prochaine fois, tu comprendras ce qu'est la discipline. À partir de ce jour, la peur s'installa définitivement. Les petites fautes devenaient des motifs de colère, un cahier mal rangé, une chemise froissée, un regard jugé insolent. Et à chaque fois, les mots durs, les menaces, les gifles ou les coups de ceinture pleuvaient. Ismaël ne parlait plus. Il obéissait. Ou du moins, il essayait. Mais avec Karim, il avait l'impression que quoi qu'il fasse,
ce n'était jamais assez. Un jour, il rentra avec un 18 sur 20 en dictée. Fier, il tendit son cahier à Karim qui le jeta sur la table avec mépris. Et les 2 fautes, là? Tu veux qu'on t'applaudisse pour ça? Sa mère? Elle se taisait encore. Peut-être par peur. Peut-être par fatigue. Peut-être parce qu'elle croyait que Karim avait raison. Ismaël, lui, perdit l'espoir qu'elle intervienne un jour. La nuit, il parlait tout bas à son père, comme s'il l'entendait. « Papa, pourquoi tu n'as pas emmené maman avec toi? Tu m'as laissé entre les mains d'un monstre. » Chaque nuit, il pleurait en silence. Chaque matin, il remettait son masque de courage. Mais au fond, quelque chose en lui commençait à se casser. Lentement, Ismaël avait appris à pleurer sans bruit. Les premières fois, ses sanglots secouaient son petit corps. Mais très vite, il comprit que même ses larmes étaient de trop. Alors il pleurait en silence, le visage enfoui dans l'oreiller, la bouche mordue pour étouffer ses cris. Chaque matin, il se levait avant tout le monde, lavait son visage longuement pour effacer les traces de chagrin. Il souriait parfois à ses camarades à l'école, mais son regard disait tout le contraire. Il était fatigué, usé, brisé. Mais personne ne posait de questions. Sa maîtresse l'avait pourtant remarqué. Ses résultats baissaient, ses vêtements étaient souvent froissés, son regard fuyant, toujours sur la défensive. Elle avait tenté de parler à sa mère un jour, mais Nadia avait souri poliment et répondu. « Il est juste un peu perturbé. Il va bien, je vous assure. » Mais non, il n'allait pas bien. Karim était devenu une ombre menaçante dans sa vie. À la moindre erreur, un hurlement. Au moindre retard, une punition. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'étaient pas les coups, ni les insultes. C'était l'indifférence de sa mère. Un soir, alors que Karim l'avait giflé pour avoir cassé un verre, Ismaël s'était blotti contre le mur du salon, tremblant. Sa mère, debout, avait tout vu. Mais elle n'avait rien dit. Pas un mot. Pas un regard. Elle s'était contentée de tourner les talons, comme si son propre fils n'existait plus. Cette nuit-là, Ismaël ne dormit pas. Il resta assis, les genoux contre la poitrine, les yeux fixés vers le vide. Quelque chose venait de se briser pour de bon. Il comprit que dans cette maison, personne ne viendrait le sauver. Il n'était qu'un poids, un reste de l'ancien monde que Karim voulait effacer. Et sa mère était devenue une étrangère. Une ombre d'elle-même. Dans le silence glacé de la nuit, Ismaël serra son sac d'école contre lui, comme si c'était tout ce qu'il lui restait. Puis il chuchota à voix basse, presque comme une promesse. « Un jour, je partirai. Je préfère la rue que cet enfer. » Parmi tous les lieux qu'il fréquentait, l'école était le seul endroit où Ismaël respirait encore. Le portail rouillé, les pupitres bancals, les tableaux poussiéreux, tout cela représentait un sanctuaire. Un espace où, au moins pour quelques heures, il n'était ni insulté, ni battu, ni ignoré. Dans la cour, il retrouvait ses camarades. Il riait parfois avec eux. Mais son rire était toujours un peu en retrait, un peu timide, comme s'il s'excusait d'exister. La maîtresse, Madame Fatou, l'aimait bien. Elle disait souvent « Toi, tu es discret, mais tu es intelligent. Je le vois dans tes yeux. » C'était l'un des rares compliments qu'il recevait encore. Il s'y accrochait comme à une bouée. Mais même à l'école, les blessures de la maison finissaient par se voir. Un matin, il arriva avec la lèvre fendue. Il raconta qu'il était tombé en courant. Un autre jour, il avait une marque rouge sur le bras. Il dit que c'était la chaleur de la marmite. Madame Fatou n'était pas dupe. Elle l'observait souvent en silence et notait ses absences, ses regards fuyants, sa fatigue. Mais dans leur quartier, les enseignants savaient que certaines vérités étaient dangereuses à creuser. Un jour, alors qu'il écrivait lentement une rédaction sur « Mon héros », Ismaël se mit à pleurer, là, devant sa feuille. Silencieusement. Les larmes coulaient sans bruit, mais tombaient une à une sur le papier. Il avait écrit « Mon héros, c'était mon papa. Il est parti. Maintenant, il ne reste que moi et le vide. » Madame Fatou s'approcha doucement, posa la main sur son épaule et dit simplement « Je suis là si tu veux parler, Ismaël. » Il hocha la tête, mais ne dit rien. Il ne pouvait pas parler. Pas encore. Chaque jour, il priait pour que la cloche de fin de classe ne sonne jamais. Car il savait ce qu'il attendait derrière le portail de l'école, une maison sans chaleur, un homme qui le méprisait, une mère qui ne le voyait plus. L'école était son dernier refuge. Mais même ce refuge,
Il sentait qu'il ne pourrait pas le garder longtemps, pas si les choses continuaient ainsi. Ce soir-là, il faisait lourd. Le ciel était couvert, le vent chargé d'orage. Ismaël, assis sur son petit matelas dans un coin du salon, fixait le plafond sans cligner des yeux. Son cœur battait vite, très vite, comme s'il savait que quelque chose allait changer. Tout avait commencé au dîner. Karim avait trouvé le riz trop salé. Et comme d'habitude, il s'en était pris à Ismaël, même s'il n'avait rien cuisiné. « Tu n'as pas lavé la marmite comme il faut, idiot !» Il avait attrapé l'assiette et l'avait jetée contre le mur. Les grains de riz s'étaient écrasés partout, comme un éclat de honte. Puis, sans prévenir, le coup était tombé. Fort, brutal. À la tête. Ismaël était tombé au sol, étourdi. Sa mère était là. Elle avait vu. Encore. Elle avait crié un peu, cette fois. Une phrase, comme une plainte timide. « Karim, arrête !» Mais c'était tout. Elle n'avait pas bougé. Mais c'était tout. Elle n'avait pas bougé. Et Ismaël avait compris, dans ce silence revenu, que rien ne changerait. Alors il prit une décision. Il se leva en pleine nuit, doucement, sans bruit. Il prit son petit sac d'école. Il glissa son cahier de mathématiques, la photo de son père, un t-shirt et une bouteille d'eau. C'était peu. Mais c'était tout ce qu'il avait. Il s'approcha de la porte, jeta un dernier regard vers le salon. Sa mère dormait à côté de Karim. Les deux silhouettes étaient paisibles, comme si rien ne s'était passé. Ismaël ouvrit la porte. Une brise tiède lui fouetta le visage. Il mit un pied dehors, puis l'autre. Il ne tremblait pas. Il ne voulait plus avoir peur. Il marcha d'abord lentement, puis plus vite, jusqu'à courir à travers les ruelles, les pieds nus sur la terre mouillée. Il ne savait pas où il allait. Il savait juste qu'il ne reviendrait pas. La pluie commença à tomber, douce, puis plus forte. Mais il ne s'arrêta pas. Il n'était plus un enfant en fuite. Il était un enfant en survie. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Ismaël sentit un souffle de liberté, mêlé à la peur, au froid et à la solitude. Mais il avait choisi fuir ou mourir. Il avait choisi vivre. Le matin se leva sur une ville indifférente. Ismaël était assis sur un trottoir près de la grande gare routière, trempé, le dos contre un mur froid. La pluie de la nuit avait mouillé ses vêtements, et son sac ne contenait rien de sec. Il n'avait pas dormi. À peine fermé les yeux. Les klaxons, les cris des vendeurs ambulants, les moteurs des bus, tout ça tournait autour de lui comme un bourdonnement permanent. Mais personne ne faisait attention à lui. Il était devenu invisible. Il tenta de mendier, timidement. Une femme lui jeta une pièce de 50 francs sans le regarder. Un homme lui dit « Va travailler, va !» Il eut faim très vite. Le ventre creusé, il s'approcha d'un vendeur de pain, tendit la main sans un mot. Le vieux marchand le repoussa. « Allez, dégage d'ici. Je ne nourris pas les vauriens. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Pas à cause du pain refusé, mais de l'humiliation. Ce n'était plus la maison. Ce n'était plus l'école. C'était la rue. Et la rue n'avait pas de cœur. Il passa la journée à errer. Il vit d'autres enfants, plus âgés, couchés sous des étals de marché. Certains le regardaient de travers. Un garçon plus grand l'approcha. « T'es nouveau, hein? Donne ton sac. » Ismaël refusa. Le garçon le bouscula, mais d'autres enfants intervinrent. C'est là qu'il fit la rencontre de Baba. Un ado de 14 ou 15 ans, à la peau poussiéreuse, au regard vif. Il portait une vieille chemise trouée, mais il parlait avec assurance. « Laisse-le tranquille. Non, non. Il vient d'arriver. » Le grand recula en grommelant. Baba tendit la main à Ismaël. « Moi aussi, je suis passé par là. T'as de la chance. Petit, ici, on survit ensemble, ou on crève tout seul. » Ismaël ne répondit pas tout de suite. Mais dans les yeux de Baba, il vit quelque chose qu'il avait oublié, une étincelle d'humanité. Le soir venu, Baba l'amena sous un vieux hangar abandonné. Là, d'autres enfants dormaient à même le sol. Il lui donna un morceau de pain sec, une couverture déchirée, et lui dit « Ici, personne ne va te frapper. Mais faudra être fort. » Ismaël mordit dans le pain. Il ne dit rien, mais il sentit une chose étrange dans sa gorge. Ce n'était pas du désespoir cette fois. C'était une première goutte d'espoir, fragile, minuscule, mais réelle. Les jours passaient, et Ismaël découvrait un monde dont il n'avait jamais imaginé l'existence, celui des enfants des rues. Un univers rude,
où la survie était une bataille de chaque instant, mais où se nouaient aussi des liens forts, forgés dans la souffrance et la solidarité. Baba, devenu son guide et protecteur, lui présenta Aïcha, une fillette de 13 ans au sourire lumineux, vendeuse de beignets. Elle avait elle aussi fui une maison où l'amour était absent, et depuis plusieurs mois, elle luttait pour garder la tête hors de l'eau. Ensemble, ils formaient une petite famille de fortune, un refuge fragile dans ce monde hostile. Ils partageaient tout, le peu qu'ils avaient, les histoires de leur passé, leurs rêves d'un avenir meilleur. Chaque matin, ils se retrouvaient pour vendre quelques beignets sur le marché, sous le regard méfiant des adultes. Ils connaissaient la peur du regard des passants, les insultes des commerçants, mais ils tenaient bon. Un soir, alors qu'ils s'abritaient sous un pont, Aïcha se mit à tousser violemment. La fièvre monta rapidement. « Je crois que je vais mourir, » murmura-t-elle, le souffle court. Ismaël sentit la panique monter. Il n'avait pas d'argent pour un médecin. Pas d'adresse. Pas de téléphone. Baba tenta de garder son calme, mais la peur était visible sur son visage. Ismaël prit une décision. « Je vais voler le médicament. Pour elle. » C'était risqué. Très risqué. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait agir pour quelqu'un d'autre que lui. Pour une sœur, une amie. Cette nuit-là, Ismaël entra dans une petite pharmacie, le cœur battant la chamade. Il attrapa une boîte de médicaments contre la fièvre, puis s'enfuit avant que personne ne le remarque. Mais le destin, cruel, le rattrapa rapidement. Alors qu'Ismaël s'éloignait de la pharmacie avec la boîte de médicaments serrée dans sa main, une voix rauque retentit derrière lui. « Hé, gamin !» Un agent de sécurité l'avait vu. Sans hésiter, il attrapa Ismaël par le bras et le traîna vers l'arrière du magasin. Le cœur d'Ismaël battait à tout rompre, la peur lui nouait la gorge. Il expliqua d'une voix tremblante. « C'est pour ma sœur, elle est malade, je voulais juste l'aider. » Mais ces paroles ne touchèrent personne. Il fut conduit au commissariat, où il passa plusieurs heures dans une cellule froide et sombre, seul avec ses pensées. Dehors, Baba et Aïcha attendaient, inquiets. Aïcha, alitée sous une couverture, toussait toujours. Elle avait besoin de ce médicament. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. L'histoire du garçon qui avait volé pour sauver une amie toucha le cœur d'une assistante sociale, Madame Claire, qui se rendit au commissariat pour rencontrer Ismaël. Elle écouta son histoire avec attention et compassion. « Tu as fait ce que tu pouvais. Tu es courageux, Ismaël. Je vais t'aider. » Grâce à elle, Ismaël fut libéré sous condition, et Aïcha reçut les soins nécessaires. Ce fut un soulagement immense pour le trio. Mais cette aventure laissa une marque indélébile dans l'esprit d'Ismaël. Il y avait des gens prêts à écouter, à aider. Mais il fallait parfois crier très fort pour se faire entendre. Les jours qui suivirent furent une épreuve pour Ismaël. Même s'il avait été libéré, la nuit passée au commissariat lui laissait un goût amer. Le froid des murs, le silence pesant, la solitude oppressante, tout cela creusait un fossé entre lui et le monde. Madame Claire, l'assistante sociale, lui rendait régulièrement visite. Elle parlait doucement, avec une bienveillance rare. « Tu n'es pas seul, Ismaël. Il y a des solutions, des endroits où tu pourras être en sécurité. » Un jour, elle lui proposa de venir dans un foyer d'accueil pour enfants en difficulté. Un lieu où il pourrait apprendre, manger à sa faim, dormir au chaud, et surtout, être entouré d'adultes qui veulent vraiment l'aider. Ismaël hésita. L'idée de quitter Baba, Aïcha, la rue qui était devenue son terrain de jeu, tout cela lui faisait peur. Mais la peur de retourner chez Karim était plus forte. Il accepta finalement. Le foyer était simple, mais propre. Le foyer était simple, mais propre. Il y avait d'autres enfants comme lui, d'autres histoires douloureuses. Pourtant, l'atmosphère était douce, presque apaisante. Petit à petit, Ismaël apprit à faire confiance. Il retourna à l'école, accompagné par les éducateurs. Il reçut des vêtements neufs, un lit confortable, et surtout, des sourires. Mais au fond de lui, il gardait la blessure de son passé. Le souvenir des coups. Le silence de sa mère. L'ombre de Karim. Et cette question qui revenait sans cesse. Que va-t-il advenir de moi? Les semaines passèrent, et Ismaël commença à reconstruire ce que la vie lui avait arraché. Le foyer devint peu à peu un lieu de paix, un endroit où il pouvait simplement être un enfant. Madame Claire restait présente, toujours attentive. Elle l'encourageait à rêver, à croire en un avenir meilleur. Un après-midi, alors qu'il jardinait dans la petite cour du foyer,
la porte s'ouvrit. Une femme entra, le visage marqué par les années et les regrets. C'était Nadia. Elle tenait un bouquet de fleurs fanées, maladroite, incertaine. « Ismaël, je suis venue te voir. » Le garçon sentit son cœur se serrer. Cette visite était une surprise et une épreuve. Il avait tant de questions, tant de rancune. Ils s'assirent face à face. Nadia parla d'une voix tremblante. « Je suis désolée. Je n'ai pas su te protéger. Je n'ai pas eu le courage de te défendre. » Ismaël la regarda longuement. « Maman, je t'ai cherchée dans le silence. J'ai cru que tu ne m'aimais plus. » Les larmes coulèrent. La douleur, la colère, mais aussi une lueur d'espoir. Une porte qui s'ouvrait sur la possibilité de la réconciliation. Ce fut un retour difficile, mais nécessaire. Nadia commença à suivre un accompagnement psychologique pour guérir elle aussi. Ismaël comprit que le chemin serait long, mais que parfois, même dans les ténèbres, un rayon de soleil pouvait percer. Les jours suivant la visite de sa mère, Ismaël sentit en lui une tempête d'émotions. La colère s'entremêlait à la tristesse, la rancune se mêlait à l'espoir. Il se posait 1000 questions. Comment pardonner à ceux qui m'ont abandonné? Comment oublier les coups, les humiliations, le silence? Peut-on vraiment guérir des blessures du cœur? Nadia venait souvent au foyer. Chaque rencontre était un pas vers la reconstruction, mais aussi une épreuve. Elle racontait ses propres souffrances, son impuissance face à Karim, son combat contre la peur et la honte. Ismaël écoutait, parfois en colère, parfois compréhensif. Un jour, assis sous un arbre dans la cour, il murmura. « Maman, je ne sais pas si je peux tout oublier. Mais je veux essayer. Pour nous. Pour moi. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Ni oubli total, ni pardon facile. Juste la volonté de ne plus laisser la douleur les détruire. Avec le temps, Ismaël retrouva confiance en lui. Il continua l'école, rêvant d'un métier, d'un avenir. Il savait que la vie serait toujours parsemée d'obstacles, mais cette fois, il ne serait plus seul. Car il avait appris une vérité précieuse. Parfois, pour avancer, il faut accepter de lâcher prise. Et c'est ainsi que le cri de l'oublié devint un chant d'espoir.